Bien, mesdames et messieurs les inspecteurs, peut-être mesdames et messieurs les chefs d'établissement qui êtes dans cet amphithéâtre et qui nous suivez à distance, c'est un grand plaisir d'accueillir à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation Maryse Bianco. Maryse Bianco, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Grenoble et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Je trouve que c'est toujours intéressant de raconter aussi l'expérience des personnes, surtout quand elles ont commencé comme institutrices, comme c'est votre cas. Puis vous avez travaillé dans l'enseignement spécialisé avant de devenir donc enseignant-chercheur sur le poste que vous occupez aujourd'hui à l'Université de Grenoble-Alpes. Vos objets d'études portent depuis de nombreuses années sur la question des liens entre le développement du langage oral et l'apprentissage de la compréhension de la lecture. Et c'est sur cette thématique-là que vous allez intervenir aujourd'hui, avec pour objectif de répondre à la question « Comment enseigner la compréhension orale en cycle 2 ?» Et je crois comprendre que vous allez également parler d'un des sujets qui intéresse un grand nombre de professionnels du premier degré en lien avec les évaluations nationales qui se déroulent actuellement, le sujet autour des questions des épreuves de fluence qui suscite questionnement et besoin de conseils à l'attention des enseignants. Comme je le disais donc en ouverture, vous êtes suivis à la fois par les collègues qui sont dans cet amphithéâtre, mais aussi à distance par l'intermédiaire de la chaîne YouTube de l'ESN-ESR, de l'Institut, pardon. Et je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Maryse Bianco. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc, je vais essayer donc de vous parler pendant une heure à peu près des problèmes de fluence et d'enseignement de la compréhension au cycle 2. Donc, j'essaierai... ma souris est là. Je voudrais avec vous envisager plusieurs points et donc faire le point d'abord sur la définition de ce qu'est la fluence au cours préparatoire, mais aussi au-delà du cours préparatoire. De traiter un petit peu des rapports entre cette habileté de fluence en lecture et la compréhension en lecture. J'évoquerai rapidement quelques activités qui peuvent être utilisées pour enseigner la fluence. Ensuite, je parlerai du langage oral, mais j'en aurais déjà parlé un petit peu avant en parlant de fluence et de compréhension en lecture. Et puis, je parlerai pour terminer, pour conclure un petit peu des enjeux de l'enseignement de la compréhension au cycle 2 en donnant quelques illustrations. Voilà un petit peu pour le programme. Donc, en guise d'introduction, je voulais rappeler les deux composantes principales de la compréhension en lecture que vous connaissez tous, qui est donnée par le fameux modèle simple de la lecture qui organise un petit peu notre pensée par rapport à la manière d'analyser l'activité de lecture et de compréhension en lecture et qui nous indique depuis une bonne trentaine d'années que comprendre en lisant, c'est bien entendu savoir identifier les mots, les lire avec exactitude et avec fluidité, et comprendre le langage oral, ou plus exactement, comprendre le langage à l'oral, que ces deux composantes-là sont des composantes nécessaires à l'activité de compréhension à lecture. Donc, le développement de chacune d'elles est importante. Quand on parle d'apprentissage fondamental au cours préparatoire, on a l'habitude en général de référer à l'apprentissage de la lecture proprement dit, donc à l'apprentissage de l'identification des mots. Mais c'est vrai aussi que cette composante, qui est souvent, à mon sens, un petit peu laissée dans l'ombre, est aussi une composante fondamentale de l'apprentissage pour un apprentissage de la lecture réussi. Donc ces deux composantes-là, eh bien, elles sont également rappelées par le jury de la conférence de consensus qui s'est tenue en 2016 et organisée par l'IFE et le CLESCO. Donc ce jury donnait ses recommandations en six axes, et rappelait que les deux premiers axes, identifier les mots, comprendre, eh bien, ce sont les deux piliers, si vous voulez, de l'apprentissage de la lecture qui permettent de préparer et d'entrer ensuite dans la lecture des textes littéraires, dans la lecture pour apprendre et même dans la lecture des documents numériques. Donc c'est vraiment les deux composantes fondamentales de la lecture et de l'apprentissage de la lecture. Donc d'abord, qu'est-ce que la fluence ?
Peut-être que c'est important de revenir un petit peu sur ce terme, parce qu'en fait, il regroupe trois... quand on parle de fluence, en fait, on parle souvent de trois choses assez distinctes, sans les distinguer. En fait, la fluence renvoie à la fois à la fluence de décodage, à la reconnaissance des mots et à la lecture fluide des textes en contexte. Et vous allez voir que ces trois habiletés se construisent progressivement et s'intègrent progressivement l'une à l'autre, mais elles ne sont pas assimilables. La fluence de décodage, d'abord, eh bien, c'est une fluence qui est la fluence qu'on acquiert quand on apprend à décoder, qui est composée d'un ensemble d'habiletés. Pour avoir un décodage fluent, eh bien, il faut avoir construit une bonne conscience phonémique, sachant que cette conscience phonémique, elle se construit aussi en interaction avec l'apprentissage de la lecture. Cette conscience phonémique qui nous permet d'assembler des phonèmes très rapidement, de les distinguer et éventuellement de distinguer des mots qui se distinguent par un seul phonème, par exemple bras. Si j'enlève be, il me restera. Donc il y a un seul phonème qui distingue ces deux mots. Donc toutes ces activités de conscience phonémique. Ce décodage fluent, il intègre évidemment l'apprentissage du principe alphabétique et l'apprentissage des correspondances entre les lettres et les sons, les phonèmes et les graphèmes, et que ces correspondances puissent devenir des correspondances qu'on peut lire de manière fluide. Elle intègre aussi la construction d'unités de correspondance grapho-phonologique qui concernent des unités intermédiaires qui ne sont pas des phonèmes, qui ne sont pas des mots, mais qui sont des groupes de lettres, des phonogrammes, qui se lisent tout le temps ou se prononcent tout le temps de la même façon. Quand on a ION à la fin d'un mot, il se prononce toujours de la même façon, ion, et il se prononce de manière distincte de OIN, qu'on trouve dans d'autres mots. Donc, et enfin, pour décoder de manière fluide, eh bien, il faut avoir construit aussi des connaissances qui permettent les prononciations contextuelles. Le C qui se prononce ce ou que selon qu'il est suivi de E ou A, et puis les deux G de langage qui se prononcent différemment dans un même mot. Donc ça, c'est l'affluence de décodage. C'est ce qui est nécessaire d'acquérir pour obtenir un décodage fluide. Ce décodage fluent, eh bien, il va nous permettre de reconnaître aussi des mots de manière fluide quand ces mots, on ne les connaît pas. Par exemple, des mots comme anour ou alindronique, des mots que l'on ne voit pas souvent. On est, en tant que lecteur adulte, capable de les décoder de manière très fluide parce qu'on a construit cette fluence de décodage. Mais dans la reconnaissance des mots intervient aussi, est nécessaire la reconnaissance, la construction de représentations orthographiques qui font que quand on voit les deux suites graphiques caillou ou caillou qui se prononcent de la même manière, on sait d'emblée que l'une des suites est un mot de la langue, alors que l'autre n'en est pas un sur le plan orthographique. Et ces connaissances orthographiques ou ces constructions orthographiques, elles nous permettent la reconnaissance directe des mots, donc l'accès direct par la voie directe de la lecture aux mots. Et quand on a cet accès direct, on a un accès à la représentation orthographique, en même temps à la correspondance sonore, au sens du mot, et ça nous permet de ne pas confondre aussi deux mots qui sont des homophones, les deux signes qui sont sur l'écran, les deux signes qui s'écrivent différemment et qui sont des mots différents de la langue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fluence de reconnaissance des mots. Et puis enfin, la fluidité de lecture en contexte ou la fluence de texte, elle intègre bien entendu la capacité à décoder de manière fluide, la capacité à reconnaître les mots, mais elle intègre aussi, à partir du moment où on lit des textes, un ensemble de connaissances, notamment des connaissances sur le langage, qui doivent être bien intégrées et qui font qu'en tant que lecteur expert, quand on voit la séance FER-MENT, eh bien, on la prononce de manière différente et immédiatement sans avoir à y réfléchir, selon qu'elle est précédée d'un article défini, d'un déterminant défini ou d'un pronom pluriel. Ces deux prononciations différentes de la même suite graphique et en fonction des termes qui l'environnent, eh bien, on va le prononcer différemment sans y faire attention de manière totalement fluide et automatique.
Et puis évidemment, dans cette fluidité de lecture en contexte, interviennent dans la rapidité avec laquelle on peut lire un texte, un ensemble de connaissances générales. On sait que lorsque l'on lit un texte sur un thème que l'on connaît bien, eh bien on le lit en général de manière plus fluide que lorsque l'on ne connaît pas. Et puis il y a un ensemble d'autres connaissances qui interviennent dans la fluidité de lecture, les objectifs de lecture qu'on se fixe. Voilà. Voilà. Désolée. Je vais quand même finir. Où est-ce qu'il est mon précédent? Il est là. Je suis désolée. Dans ces connaissances plus larges ou métaconnaissances, il y a les objectifs de lecture qui déterminent en partie la vitesse de lecture. Et puis, il y a la connaissance d'indices qui sont proprement textuels, qui influent aussi sur la vitesse de lecture, que sont l'organisation des textes, les titres, les intertitres, mais aussi la connaissance de la ponctuation et la capacité à l'utiliser au fur et à mesure qu'on lit. Donc l'affluence est une habileté complexe et qui se construit pendant tout le cycle 2, en commençant par l'affluence de décodage et en allant jusqu'à la fluidité de lecture en contexte. Donc pour évaluer l'affluence, eh bien, on a des épreuves différentes en fonction du type de lecture fluide qu'on veut évaluer. Là, j'ai pris les exemples des évaluations nationales que les élèves sont en train de passer à l'heure actuelle, les élèves de CP. Donc, pour évaluer l'affluence de décodage, eh bien, on demande aux enfants de lire des pseudomots. Les pseudomots, en fait, c'est rien d'autre que des mots inventés ou des mots qu'on n'a jamais vus, des mots qu'on ne connaît pas. On ne peut pas les lire autrement qu'en décodant. Et donc, le fait de présenter des pseudomots, des mots inventés, nous assure de pouvoir évaluer l'affluence de décodage sans qu'elle soit mélangée à d'autres habiletés. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on utilise ce type d'épreuve. Ensuite, on utilise des mots pour évaluer l'identification des mots, la fluidité de lecture, de reconnaissance des mots. Et évidemment, ces épreuves-là, les mots qui sont présentés, ils peuvent être lus en les décodant, mais ils peuvent être lus aussi en les lisant directement parce qu'on en a construit les représentations orthographiques. Donc là, quand on donne une épreuve de lecture de mots, il y a les deux capacités de lecture qui sont mélangées, si vous voulez. Et donc, bon, la ligne rouge ici, eh bien, montre le stop qui est donné par rapport à l'évaluation de mi-CP. Et puis, dans ces évaluations de reconnaissance de mots, eh bien, progressivement, on intègre des mots qui sont des mots irréguliers, des mots qui procèdent des graphies muettes, comme loup ou lourd, par exemple. Et donc, ce sont des mots qui sont là et qui, eux, ne peuvent être lus qu'avec des reconnaissances orthographiques, des procédures orthographiques, des procédures directes. Femmes aussi, ces mots irréguliers-là, parce que si on les lit en les décodant, on va évidemment faire des erreurs de régularisation en lisant femme à la place de femme, par exemple. Et puis, la fluidité de lecture en contexte, eh bien, elle s'évalue en proposant aux enfants des petits textes à lire et on va regarder, on leur demande de les lire pendant 1 minute et on va regarder combien de mots ils sont capables de lire dans un contexte en 1 minute. Donc vous voyez, c'est 3 épreuves qui sont destinées à évaluer différents types d'habiletés de lecture fluide en fait. Bien, comment ces capacités de lecture fluide évoluent? Je vais vous montrer ici des résultats chiffrés qui ne sont pas nationaux, qui proviennent d'un travail que nous avons effectué depuis quelques années dans une circonscription de la région grenobloise, donc une circonscription tout à fait, je dirais, moyenne, provinciale. Et donc, les élèves sont scolarisés dans cette circonscription, environ 600, et ils sont suivis longitudinalement. Donc, c'est les données répétées des mêmes élèves que vous allez voir. Donc, en moyenne, quand on regarde comment évolue la fluidité de lecture, de décodage, d'identification de mots et de fluence de texte, lorsque l'on regarde ce qui se passe entre la fin à la fin du CP pour l'ensemble des 3 types de fluence,
ici, eh bien, vous voyez que, en fait, les enfants lisent un peu plus de mots que de pseudomots, mais vous voyez que la fluidité de lecture des mots, elle est à peu près équivalente à la fluidité de lecture en contexte. Les enfants lisent à peu près autant de mots de manière isolée que dans des textes. Par contre, si vous regardez ce qui se passe à la fin du CE1, vous voyez qu'à la fin du CE1, les enfants, évidemment, lisent plus de mots qu'à la fin du CP. Ils lisent toujours plus de mots que de pseudomots, mais vous voyez qu'ils lisent plus de mots en contexte que de manière indépendante. Donc, dans la fluidité de lecture de texte, il y a des choses qui s'intègrent, qui vont au-delà de l'identification pure des mots. Et puis, cette chose-là s'accentue lorsqu'on passe du CE1 au CE2. Voilà ce qui se passe pour les élèves les plus faibles. Ce qu'on appelle le premier quartile, c'est les 25% les plus faibles. Donc, si vous voulez, si on range 100 enfants du plus faible au plus fort et qu'on prend la note du 25e, on a le seuil des 25% les plus faibles. Donc ici, ça signifie que, par exemple, en début de CP, on leur avait demandé, on avait testé un petit peu leur première connaissance alphabétique, eh bien, les enfants les plus faibles lisent au plus 4 pseudomots, par exemple, si on regarde la première colonne. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe pour les enfants les plus faibles, ils lisent moins de mots que les autres, d'accord, ça c'est évidemment, et vous voyez qu'ils lisent globalement plus de mots aussi que de pseudomots, mais lorsqu'ils ont à lire des textes, ça c'est une chose c'est une tendance, mais c'est une chose à remarquer, lorsqu'on leur demande de lire des textes, alors ils ne se comportent plus comme les lecteurs moyens, ils se comportent en ayant des procédures essentiellement de décodage. Enfin, la lecture de pseudomots, c'est à peu près les mêmes nombres de mots que ce qu'ils peuvent lire dans des textes. Et vous voyez que c'est quand ils arrivent en CE1, en fin de CE1, qu'en fait on voit des résultats qui sont comparables aux lecteurs moyens en fin de CP. Et c'est seulement en fin de CE2 qu'ils lisent plus de mots en contexte que hors contexte. D'accord ? Donc il y a des différences et des décalages de développement en fonction de la manière dont les enfants rentrent dans l'apprentissage initial de la lecture. Et quand on regarde les meilleurs, donc ce qu'on appelle le troisième quartile, du 75e au 100e, et donc ici ça veut dire qu'en début de CP, ces meilleurs élèves ils lisent au moins 12 pseudomots. Eh bien, vous voyez qu'en fin de CP, ils se comportent à peu près comme les lecteurs moyens. Ils lisent à peu près le même nombre de mots hors contexte et en contexte. Et vous voyez qu'ils augmentent en fin de CE1, ils lisent plus de mots en contexte qu'hors contexte. Ils en lisent beaucoup plus que les lecteurs moyens. Et puis, ces différences se creusent encore en CE2. Donc, vous voyez que le début, ce que les enfants sont capables de faire à l'initiale, eh bien, a une influence importante sur la manière dont se développent ces trois habiletés de fluence. Et vous voyez qu'il y a des décalages quasi d'une année entre les meilleurs, les moyens et les plus faibles. Bien, pour dire les choses autrement, comment se développent au cours du cycle 2 et jusqu'au cycle 3 ces habiletés de fluence et comment, si vous voulez, elles s'influent l'une mutuellement et comment elles expliquent la compréhension en lecture. Autrement dit, quelles sont les relations entre, par exemple, la fluidité d'identification de mots d'une part, la compréhension orale, donc les capacités des enfants à produire des phrases, à comprendre des mots, à comprendre des textes, la fluidité de lecture en contexte et la compréhension en lecture qu'on évalue tout simplement ou très classiquement en posant des questions à l'issue de la lecture d'un texte. Et donc vous voyez qu'au cours préparatoire, en fin de cours préparatoire, on retrouve le fameux modèle simple. La compréhension en lecture est déterminée par la fluidité d'identification de mots hors contexte et par la compréhension orale. D'accord, par ces deux habiletés-là, la fluidité d'identification de mots hors contexte ayant un poids très fort dans l'explication des performances de compréhension en lecture. Et vous voyez que la fluidité de lecture de texte, on retrouve le tableau de tout à l'heure, c'est la même compétence quasiment que la fluidité d'identification des mots. Vous voyez que identifier les mots hors contexte prédit quasiment toute l'affluence en lecture. Le langage oral prédit pas grand-chose ou explique pas grand-chose de l'affluence de lecture
en cours préparatoire, et cette fluence de lecture n'a pas d'impact sur la compréhension en lecture proprement dit. C'est une compétence qui n'est pas encore bien construite, on va dire. Vous voyez que ça va très vite, dès le CE1, on observe quelque chose de tout à fait différent. On observe que la fluidité de lecture en contexte, cette fois, elle est expliquée, elle est déterminée par l'identification des mots et par la compréhension orale, par les capacités de langage oral, qui, elles, commencent à avoir un poids très fort pour influencer cette capacité-là. Et cette capacité de fluidité de lecture en contexte est un prédicteur, cette fois direct, de la compréhension-lecture. Donc ce qui prédit la compréhension-lecture au CE1, c'est la fluidité de lecture de texte et la compréhension orale. Donc vous voyez que le poids double entre le CP et le CE1. Et donc cette habileté-là, il devient un médiateur de la compréhension en lecture, et ces deux capacités-là deviennent des prédicteurs indirects. Ils sont importants, mais ils prédisent indirectement, enfin en tout cas la fluidité d'identification de mots, la compréhension en lecture. Et c'est le même rapport ou la même relation qu'on observe en CM1. En CM1, on a à peu près la même chose qu'en CE1. Donc c'est vraiment quelque chose qui se construit de manière très rapide dans les 2 premières années de l'école primaire et qui a un impact fort sur la manière dont les enfants comprennent les textes. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça peut être enseigner la fluence? Alors d'abord, des choses classiques. Au début du cours préparatoire, évidemment, pour apprendre à décoder, à identifier les mots, eh bien, il faut faire des exercices de combinatoire. Ça peut commencer très tôt, au début de l'année de CP, et ça peut continuer très tard. Et très tôt, il faut que les enfants puissent manipuler les correspondances graphèmes-phonèmes qu'ils ont apprises et qu'ils apprennent à distinguer li de il, etc., etc. Ça passe par de la lecture à haute voix. Ensuite, pour reconnaître les mots, de manière à haute voix, d'énoncés courts ou de plus en plus longs, etc. D'énoncés qui soient suffisamment décodables, c'est-à-dire des énoncés qui contiennent une majorité de mots réguliers et une majorité de mots qui impliquent des correspondances graphophonèmiques que les enfants connaissent. Et puis aussi, ça passe par l'apprentissage et la mémorisation de l'orthographe d'un certain nombre de mots, notamment des mots très irréguliers, dont on va observer l'orthographe et dont on va apprendre par cœur l'orthographe, les mots comme EST par exemple, les mots comme loup avec les lettres muettes, etc. Donc attirer l'attention sur ces choses-là. On sait que apprendre à écrire et écrire ces mots et apprendre à les lire, ce sont deux capacités qui se développent en interaction. Et donc c'est important aussi dans l'apprentissage de la lecture fluide des mots, et pas du décodage, de commencer à construire ces représentations orthographiques. Ensuite, pour développer la fluence, l'activité la plus connue, et surtout pour développer la fluence de texte, c'est cette technique de lecture répétée de petits textes. Vous connaissez tous, vous avez certainement tous entendu parler des entraînements à la fluence. Donc, ces entraînements, on considère qu'ils sont là pour augmenter le nombre de mots correctement lus en 1 minute dans un texte. Ces entraînements à la fluence, ils comprennent un ensemble de phases qui sont importantes, et souvent les entraînements à la fluence, tels qu'on les voit souvent pratiqués, eh bien, ils passent souvent très vite à la 4e phase, c'est-à-dire à la phase dans laquelle les enfants sont conviés à lire de manière individuelle et à haute voix des textes pendant 1 minute et à les lire de manière répétée. Or, ces entraînements à la fluence, ils comprennent dans les 3 premières phases, d'abord une présentation claire des objectifs, pourquoi on va faire ça, et puis 2 lectures. Une première lecture qui est faite par l'enseignant et qui est une lecture dans laquelle l'enseignant montre la lecture experte et la lecture prosodique. Et à l'issue de cette première lecture, on travaille explicitement sur les mots difficiles à décoder, c'est-à-dire sur les mots qui peuvent être des mots orthographiquement complexes, des mots dont les enfants n'ont pas encore ou possèdent mal les correspondances graphophonologiques. Donc on va travailler explicitement la lecture de ces mots. Ensuite, il y a une 2e lecture
refaite à nouveau par l'enseignant et qui va conduire à un travail sur la compréhension du texte, c'est-à-dire on va, pas très long, mais en tout cas on va s'attacher à vérifier que les enfants ont compris ce qu'on leur a lu, les idées principales, leur enchaînement, etc. De sorte que cette chose-là, que c'est de la compréhension, ne gêne pas l'entraînement ensuite au décodage dans les lectures individuelles. Et puis le temps important aussi, c'est le temps qui consiste à regarder avec les enfants les progrès qu'ils peuvent avoir faits, les erreurs qu'ils ont faites aussi, quand et au fur et à mesure des lectures. Donc ces entraînements classiques à l'affluence, on sait qu'il est largement admis que ces entraînements ont des effets positifs et assez significatifs sur l'affluence elle-même et puis sur les habiletés voisines, avec des effets d'amplitude de modérée à moyenne, et surtout avec des effets qui tendent à décroître avec le temps. Autrement dit, ce sont des entraînements qui sont très efficaces avec les élèves jeunes, et plus les enfants grandissent, et plus on fait ces entraînements tard, et plus c'est difficile d'observer des bénéfices. Une autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention et qui peut être importante à avoir à l'esprit quand on travaille l'affluence, c'est qu'on considère souvent que ce travail sur l'augmentation du nombre de mots correctement lus par minute, eh bien, va du même coup améliorer la compréhension en lecture. Alors c'est vrai, mais dans une certaine mesure, puisque vous voyez sur ces graphiques-là que la relation n'est pas complètement linéaire. En fait, ces graphiques proviennent d'un travail qui a été fait avec des enfants qui sont des enfants nord-américains, donc anglophones. Le chercheur a partagé des élèves de deuxième année d'école primaire, de quatrième année d'école primaire, donc grosso modo CE2 et CM1, en bons lecteurs et lecteurs faibles. Et en fait, vous voyez qu'effectivement, pour chacune des catégories de lecteurs, pour une certaine frange de fluence, on voit que plus le nombre de mots lus est important et meilleure est la compréhension. Mais à partir d'un certain seuil, eh bien, cette relation n'existe plus. On a soit un plateau, soit voire même une réduction des performances de compréhension. Et ce que ce chercheur a constaté, c'est que les bandes de fluence pour lesquelles les effets sont bénéfiques pour la compréhension et lecture, eh bien, diffèrent en fonction du type de lecteur. Par exemple, de 0 à 75 pour les lecteurs faibles de CE1 et de 50 à 110 pour les bons lecteurs de CE1. C'est la même chose qu'on observe en CM1. Donc, en fait, ces entraînements de fluence, ils sont intéressants, mais ils ont probablement à être ajustés avec le niveau des enfants et coordonnés avec d'autres capacités, et notamment des habiletés de compréhension et de compréhension du langage oral, puisqu'on vient de voir que ce langage, il est impliqué aussi, ce traitement du langage, il est impliqué aussi dans les habiletés de lecture fluide en contexte. Donc, autre chose qui, par rapport à le travail sur l'affluence est important, c'est l'aspect prosodique de l'affluence, c'est-à-dire que dans l'affluence, il y a évidemment la quantité de mots lus par minute, mais il y a aussi la prosodie. Et le graphique qui est sur l'écran ici, c'est un graphique qui provient cette fois, qui résume le travail d'une collègue québécoise, donc avec des enfants francophones, et qui, en plus du nombre de mots lus par minute, donc ici, a évalué, pendant que les enfants lisaient, les pauses qu'ils faisaient, les pauses inadaptées, donc elle a compté les pauses inadaptées, et puis, au contraire, les pauses adaptées, c'est-à-dire l'attention qu'ils portaient à la ponctuation. Et elle a regardé comment tous ces indicateurs eh bien, expliquaient les performances des enfants en compréhension en lecture. Et puis, elle a contrôlé le langage oral à travers une épreuve de vocabulaire. Et donc, ce qu'on observe, c'est que, évidemment, le nombre de mots lus par minute est positivement lié, donc explique de manière positive la compréhension en lecture, et que les pauses inadaptées, au contraire, eh bien, plus on en fait, et moins bonne est notre compréhension en lecture. Ce qu'elle met en évidence aussi, c'est que l'attention à la ponctuation, indépendamment du nombre de mots lus par minute, est aussi un paramètre important de la compréhension en lecture, et qu'évidemment, l'attention à la ponctuation
est lié négativement au nombre de mots lus par minute, puisque quand on fait attention à la ponctuation et quand on lit de manière prosodique, globalement, on lit un peu moins de mots que lorsque on ne fait pas attention à la ponctuation. Donc vous voyez, il y a tous ces aspects de la fluidité de lecture en contexte qui sont importants et qui construisent et qui déterminent cette habileté de lecture qui va déterminer la compréhension en lecture. Donc la prosodie, ça peut se travailler très tôt, ça peut se travailler très tôt, dès la fin du cours préparatoire, mais plus encore au CE1. Par exemple, au-delà de l'entraînement au nombre de mots lus par minute, ça peut se travailler avec des petits exercices comme celui-ci, par exemple, où les enfants ont des jeux de cartes et où ils vont s'entraîner à dire des expressions, des courtes phrases, avec naturel, c'est-à-dire dans un groupe de souffle. Bien sûr, l'enseignant étant là pour montrer comment, lui, il fait pour lire de manière naturelle. Donc ça, c'est des exercices qu'on peut faire très tôt. Et puis, très tôt aussi, il est important de travailler la ponctuation et de travailler la ponctuation en aidant les enfants à prendre conscience de l'importance de cette ponctuation. Par exemple, dans cette situation qui est proposée là, on propose à l'enseignant de faire 2 lectures, une première lecture non prosodique, puis une deuxième lecture prosodique, et d'engager un débat avec les élèves pour que les élèves expriment quelle lecture ils ont préférée, pour quelles raisons, et qu'est-ce qui se passe entre les 2 lectures. Hein, et bien entendu, de faire ça et de travailler de manière progressive l'ensemble des points de ponctuation, bien sûr pas tous en même temps, mais de choisir des textes qui permettent d'abord de travailler les points, puis les points d'exclamation, etc. Et donc, et de demander ensuite aux enfants eh bien, de repérer ces indices de ponctuation dans les textes et de s'entraîner à lire en utilisant ces indices pour faire des pauses, pour placer sa voix, etc. Donc, pour au final, et bien entendu, intégrer ces connaissances, c'est l'objet de la petite fiche en bleu qui est derrière, ces connaissances et qui font que les enfants ont un répertoire, ils savent à quoi servent les signes, et puis progressivement, on va les amener à utiliser ces signes de manière coordonnée dans les textes. Hein. Donc on les entraîne, c'est un peu le principe de ce qu'on appelle l'enseignement implicite. On entraîne ou on enseigne chacune des unités pour elles-mêmes, puis ensuite on les intègre dans des activités de plus en plus complexes. Bien, donc deuxième point, le langage oral et la compréhension en lecture. Donc on vient de voir que le langage oral, il est déjà impliqué dans la lecture contextuelle fluide. Dans cette lecture contextuelle, vous aurez pu remarquer qu'interviennent des capacités qui sont très automatisées, qui sont intégrées, qui sont liées au développement du langage, qui sont déjà des capacités élémentaires de compréhension. Ce langage oral, il détermine aussi une grande part de nos capacités de compréhension en lecture, comme le rappelait le modèle simple. Et on admet aujourd'hui que les mécanismes de la compréhension sont les mêmes ou sont communs à l'oral et à l'écrit, du moins pour une grande part, pas tous, mais du moins pour une très grande part et pour une très grande part des textes que les enfants ont à lire lors des 2 premières années d'école primaire. Cette communauté de mécanismes, on peut la voir ici dans ce graphique, qui provient d'une recherche dans laquelle les auteurs ont proposé des histoires à des enfants d'âges différents, 4, 6 et 8 ans, et ces enfants, ils ont pris connaissance des histoires selon 3 types de médias, par l'audiovisuel, en les entendant, donc par une audition, ou en lecture à 8 ans. Donc 3 types de médias, 2 types pour les 4-6 ans et puis 3 types pour les 8 ans. Et donc l'effet du média est évalué sur les différences, la manière dont il explique les différences interindividuelles de performance de compréhension. Et c'est la bande verte dans l'histogramme. Et puis les auteurs avaient évalué aussi les connaissances sur le code des enfants, oral et écrit, le vocabulaire, et puis les capacités à traiter du langage continu et à faire des inférences, donc à comprendre les aspects implicites des énoncés. Et donc vous voyez que à la fois les capacités de langage oral et de connaissance du code, comme les capacités à faire des inférences, expliquent une part importante, pas toutes, mais une part importante des différences de performance entre les élèves. Par contre, le média n'a quasiment aucun effet, un petit peu
à 4 ans, hein, mais ensuite à 6 et 8 ans, que les enfants voient un dessin animé, entendent un texte ou le lisent à 8 ans, eh bien c'est à peu près la même chose en termes de performance. Ils comprennent à peu près de la même manière. C'est probablement cette communauté de mécanismes qui fait que souvent, en tant que lecteur expert ou lecteur et compreneur de textes expert, on a un sentiment d'évidence quand on lit les textes, c'est-à-dire qu'on pense qu'au fur et à mesure qu'on décode les énoncés, eh bien, les mots, pardon, eh bien, on comprend au fur et à mesure et on construit progressivement et au fur et à mesure une représentation des significations des textes sans y penser, de manière fluide, justement, hein, pour construire même, et on arrive même à construire des modèles de situation très imagés, très précises, de cette manière-là. Mais ce sentiment d'évidence, eh bien, il est aussi mis à mal chez les lecteurs experts quand ils ont à lire des énoncés comme celui-ci. Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence produisent des habitus, systèmes de disposition durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principe générateur et organisateur de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fin et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre. Quand on a fini de la lecture de cette phrase, en général, on se dit « mais encore ». Et donc, on se dit « mais encore » et on recommence, on se remet à lire, et là, on procède à une analyse précise de chacune des propositions. On essaye de comprendre ce qu'elle veut dire, comment elle est liée à la suivante ou à la précédente, et comment les idées se défilent. Peut-être pour réussir au bout du compte de délinéariser cette phrase impossible et de dire, ben voilà, j'ai un nouveau concept, d'où vient-il ? Comment je peux le définir et à quoi sert-il ? D'accord ? Et donc, il est fort probable que les enfants qui ont un faible niveau de langage, eh bien, sont très souvent confrontés à des situations comparables. Et donc, c'est simplement un exemple pour essayer de vous montrer que cette évidence qu'on a par rapport aux mécanismes de traitement du langage et de la compréhension, c'est juste une illusion. C'est parce qu'il y a un tas de mécanismes et on a des connaissances langagières qui sont très fortement intégrées, ce qui n'est pas forcément le cas des petits élèves qui rentrent au cours préparatoire. Donc, il y a une communauté et il y a une continuité donc entre la compréhension à l'oral, le développement du langage oral et la compréhension en lecture. Il y a une communauté, il y a une continuité et il y a aussi une continuité des difficultés. On sait aujourd'hui que les différences précoces qui existent avant l'entrée à l'école primaire ne s'atténuent pas avec le temps et vous savez tous aussi que ces différences sont très fortement liées et corrélées à l'origine sociale des enfants. Donc, l'aspect les différences ne s'atténuent pas avec le temps, eh bien, il est illustré sur ce graphique, ici, sur ce graphique, dans lequel, qui provient donc de résultats dans lesquels les chercheurs en question ont suivi des enfants de la grande section jusqu'au CM1. En grande section, en CE1 et en CM1, ils ont évalué les performances de vocabulaire, de grammaire, c'est-à-dire de capacité syntaxique à traiter donc des phrases complexes, et les capacités discursives, capacité à comprendre et à produire des discours continus. Et puis arrivés en CM1, ces enfants étaient partagés en 3 groupes. Les normaux-lecteurs, c'est eux, là en haut, les lecteurs faibles, c'est-à-dire ceux qui ont encore des difficultés de lecture, de décodage, d'identification des mots en CM1, mais qui comprennent relativement bien ce qu'ils lisent. Ils sont ici. Et vous voyez qu'ils ont des résultats moyens par rapport à l'ensemble de l'échantillon et que sur certaines compétences, ils ont rejoint à partir de la 2e année d'école primaire les meilleurs compreneurs. Par contre, ceux qu'on appelle les compreneurs faibles en fin d'école primaire, ceux qui savent décoder mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent, c'est-à-dire ceux dont on dit « ah oui, il sait lire, mais il ne comprend pas »,
eh bien, ceux-ci, vous voyez qu'en grande section, ils étaient déjà très différents en termes de niveau de développement langagier de leurs camarades, et que les différences ne se sont pas atténuées avec le temps. Alors, ce résultat, il est souvent très contre-intuitif, parce qu'on a souvent l'impression que tous les enfants progressent, et donc ceux qui arrivent avec un petit niveau de langage en début de CP, évidemment, en CM1, ils ont progressé, mais les autres aussi. Et donc, en fait, c'est les écarts qui ne diminuent pas avec le temps, parce que tout le monde progresse. Et donc, vous voyez que tous les niveaux de langage sont impliqués et que, en fait, un faible niveau de langage précoce, eh bien, il peut sembler bénin, mais il compromet la compréhension en lecture très tôt, et même si on sait lire par ailleurs. Donc, qu'est-ce que comprendre maintenant? Eh bien, comprendre, vous le savez tous, c'est une activité complexe qui intègre différentes dimensions. Et les dimensions de la compréhension, c'est bien entendu, je viens d'insister beaucoup là-dessus, une bonne maîtrise du langage et du langage oral, et pas seulement du langage oral, mais du langage formel, c'est-à-dire la maîtrise à l'oral du langage formel, qui est celui de l'école et qui est celui que les enfants doivent maîtriser pour comprendre les textes. Une bonne capacité à utiliser ces connaissances au cours de la lecture, bien entendu. Et cette compréhension, elle nécessite la construction de mécanismes, certains qui sont des automatismes et d'autres qui sont des mécanismes de raisonnement, des procédures de raisonnement autour du texte pour pouvoir surmonter des difficultés lorsqu'on est confronté à des textes complexes, qu'on appelle des stratégies de compréhension. Donc les automatismes, très rapidement, les automatismes ne concernent pas que le décodage. Quand on parle d'automatisme à l'école, la plupart du temps, on pense au décodage. Or, les automatismes, il y a aussi des automatismes qui sont des mécanismes de compréhension. Et ces automatismes-là, j'y ai insisté quand même déjà pas mal jusqu'à maintenant, sont liés au développement de nos connaissances langagières. Par exemple, les automatismes de décodage, eh bien, il y en a un exemple ici. Lorsque vous lisez cet énoncé et que vous arrivez au mot chameau, eh bien, immédiatement, vous avez présent à l'esprit les deux significations du mot chameau, et tout aussi immédiatement, vous sélectionnez le sens figuré et vous mettez un peu à l'écart le sens propre. Ça vous permet de comprendre l'humour de l'énoncé, puis ça vous permet de ne pas répondre à la question « Combien y a-t-il d'animaux dans ce texte ?» Ce sont des automatismes. Quand on lit un texte et qu'on est un lecteur adulte, on le fait sans y penser. Et les bons lecteurs le font aussi de manière très fluide. En revanche, on sait aujourd'hui que les lecteurs et les compreneurs faibles, ils rencontrent des difficultés dans la construction de ces automatismes de compréhension. Ils ont, même s'ils savent lire, une lecture contextuelle peu fluide, et en même temps, ils ont des difficultés à sélectionner les sens adaptés au contexte quand ils lisent des énoncés où il y a des mots polysémiques. On sait que même si on a désormais quelques résultats qui montrent qu'à 10-11 ans, même s'ils connaissent parfaitement le sens des mots, les deux significations des mots, ils les sélectionnent très peu, donc ils font peu ce travail d'interprétation au fur et à mesure qu'ils lisent. Ils ont du mal aussi à faire des choses qui sont des suivis de références, à comprendre des pronoms. En règle générale, nous, quand on lit un texte qui contient des pronoms, la plupart du temps, on les interprète sans y penser. On peut revenir et on peut les interpréter de manière délibérée quand c'est nécessaire, mais la plupart du temps, on les interprète sans y penser. Et vous savez tous que les enfants de CE1, CE2, parfois, ont beaucoup de mal à interpréter les références dans les textes, que ce soit des expressions d'infini ou que ce soit des expressions pronominales. Ils ont du mal aussi à suivre la causalité, la temporalité, toute chose qu'un lecteur entraîné fait de manière rapide et donc automatique. Donc la deuxième composante de la compréhension, eh bien, c'est une composante métacognitive, c'est celle dont on parle le plus souvent, que l'on connaît depuis longtemps, qui consiste à pouvoir raisonner sur du texte et qui consiste en deux activités bien distinctes qui concernent l'auto-évaluation d'une part, savoir auto-évaluer, savoir si on comprend ou si on ne comprend pas un énoncé. Et quand on a constaté qu'on ne l'a pas compris, eh bien, pouvoir mettre en œuvre des mécanismes de raisonnement, des procédures qui permettent de surmonter la difficulté. C'est ce qu'on appelle les stratégies.
Et ce sont ces stratégies de compréhension associées aux automatismes de la compréhension qui nous permettent de construire des représentations mentales de ce qu'on lit. Pour les narrations, ce qui est popularisé sous le terme de stratégie du film de l'histoire, mais c'est aussi quand on lit des documentaires, d'autres types d'organisations qui permettent de comprendre l'essentiel des textes. De plus, ces représentations mentales, quand on est un lecteur stratégique, eh bien, on les fait évoluer au fur et à mesure qu'on lit. Par exemple, ici, lorsqu'on a lu la première phrase, pendant la réunion de chantier, l'architecte discute avec les menuisiers, elle leur demande de terminer, etc. Et bien souvent, quand on est un lecteur expert, quand on arrive sur elle, eh bien, on a une réaction d'éveil, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que probablement, du fait du genre grammatical du nom architecte en français, mais aussi du fait des stéréotypes sociaux, on a tous, beaucoup d'entre nous construisent au préalable une représentation masculine de l'architecte, et quand on tombe sur elle, il faut qu'on réinterprète. D'accord ? Et on sait aujourd'hui que les enfants en difficulté de compréhension ont beaucoup de mal à faire ces activités de réinterprétation de ce qu'ils lisent. Donc de suivre au fur et à mesure. Dernière chose par rapport à ces stratégies de compréhension qui me semble importante par rapport à l'enseignement, c'est que quand on parle de stratégie de lecture, on parle de deux choses très différentes. On parle de stratégies qui resteront toujours métacognitives, au sens où ce sont des stratégies qu'on utilisera toujours de manière délibérée, consciente. Quand on se fixe un objectif de lecture, en général, c'est conscient. Quand on fait un bilan après la lecture, est-ce que j'ai appris, est-ce que ce texte m'a appris quelque chose, est-ce que je l'ai compris ? Quand on apprécie, c'est-à-dire ça peut être est-ce que j'ai aimé, mais c'est aussi quelles sont les informations que j'ai utilisées et que je peux réutiliser, par exemple, pour répondre à une question complexe. Toutes ces choses-là sont des modes de raisonnement qui sont délibérés. En revanche, on appelle aussi stratégie de lecture tous ces mécanismes qui peuvent faire appel à l'explicitation au moment de leur apprentissage, mais qui sont susceptibles d'automatisation et qui s'automatisent chez le lecteur expert. C'est les exemples que j'ai pris relatifs au traitement de la polysémie, au traitement des références, etc. etc. Donc là encore, on sait aussi que les enfants qui comprennent mal les textes, eh bien, sont des enfants qui ont du mal à construire les stratégies de lecture. Ça, on le sait depuis longtemps. Donc, vous voyez qu'il y a un challenge énorme dans l'enseignement, l'apprentissage de la compréhension en lecture. Il faut à la fois développer le langage oral, développer les automatismes du langage et du traitement du langage et de compréhension, et puis enseigner aussi à raisonner sur le texte, tout en apprenant à lire. Donc, c'est un véritable challenge. Donc, par rapport à l'enseignement proprement dit de la compréhension, au cycle 2, les programmes de 2015 et la conférence de consensus sur la lecture de 2016 disent deux choses, j'ai extrait deux choses un petit peu importantes, que cet enseignement doit être fait de manière explicite, autrement dit qu'on doit enseigner aux élèves des stratégies qui leur permettent de comprendre les textes, qu'on doit les enseigner explicitement. On sait depuis maintenant de nombreuses années, on a de nombreux résultats convergents qui montrent que ces approches explicites et très structurées de l'enseignement améliorent les performances et tendent à réduire les écarts entre les élèves, pas seulement en lecture d'ailleurs, dans différentes disciplines, mais alors que les approches plus implicites ou des approches plus liées à la découverte, eh bien, elles ont tendance plutôt à augmenter les écarts plutôt qu'à les réduire, et souvent, elles bénéficient, et surtout dans les petits niveaux, aux meilleurs élèves au départ. Et puis, une chose importante est dite aussi, c'est la place de l'oral, en disant et en rappelant que l'oral doit être travaillé dans une grande variété de situations scolaires et qu'elle doit faire ce langage oral doit faire l'objet de séances d'enseignement spécifiques. Donc, comment faire ça au cycle 2 et quels sont les enjeux, à mon sens, de ce type de travail ? D'abord, d'aider à développer le langage oral chez tous les enfants, en réception comme en production, et surtout d'aider à développer ce langage oral formel qui est le langage de l'école et qui n'est pas nécessairement maîtrisé par tous les enfants lorsqu'ils arrivent à l'école.
c'est aussi leur apprendre à faire du langage un objet de réflexion, c'est-à-dire un objet d'activité intellectuelle, ce qui est souvent l'apanage des milieux culturellement favorisés et des enfants qui arrivent à l'école avec ce bagage, parce que dans leur famille, le langage est très fortement investi et on travaille sur le langage et on joue sur le langage de manière naturelle dans toutes les situations de la vie quotidienne, mais ça n'est pas forcément l'apanage des enfants issus de milieux dans lesquels le langage est moins fortement investi. Donc cet enseignement, il doit permettre aux enfants d'apprendre à raisonner sur du langage. Donc, et pour apprendre à raisonner sur du langage, souvent, eh bien, on peut leur apprendre à argumenter. Et leur apprendre aussi que quand on parle et quand on écoute des énoncés, eh bien, on peut parfois avoir des difficultés de compréhension. On peut ne pas comprendre ce que l'on entend. Donc c'est une façon, par l'oral, d'attirer l'attention des enfants sur le langage de l'écrit, bien avant qu'ils soient capables de lire ce langage formel. Et donc, c'est un enseignement qui passe par l'oral, évidemment au cycle 1 à l'école maternelle, mais encore au cycle 2 quand les enfants ne savent pas lire, et même encore quand ils savent lire, hein, l'écrit est intégré progressivement. Et bien entendu, c'est un enseignement qui passe par des activités qui sont totalement distinctes, des activités d'apprentissage du code, autrement dit d'apprentissage du décodage, et d'identification des mots, en tout cas pendant une grande partie de l'année de CP et je dirais même ensuite. Alors, attirer l'attention sur le langage de l'écrit, apprendre à justifier et à réfléchir sur le langage. Un exemple à travers cette situation dans laquelle les enfants ont ces petites images, un jeton, et puis la maîtresse donne des énoncés et ils ont pour mission de se positionner en mettant le jeton sur l'image dont ils pensent qu'elle correspond à la phrase dite par l'enseignant. Ce positionnement individuel, ça permet d'observer les différences de réaction et éventuellement d'engager les débats entre les élèves et avec l'enseignant. Et puis, ça permet aussi de discuter aussi et d'attirer l'attention sur le formalisme du langage. Par exemple, dans ces énoncés, il y en a un qui s'appelle, un énoncé, c'est « elle le mange ». Et dans une vidéo dont vous avez les références ici, où on voit une vidéo de cette séance, eh bien, un enfant ou un élève a positionné son jeton ici, et on pourrait dire ben, « bravo, c'est bien, t'as compris ». Mais la maîtresse lui dit ah oui, et qu'est-ce qui t'a fait décider ça? Pourquoi tu as mis ton jeton ici? Et l'enfant répond parce que la glace, on la suce. Et donc, s'engage à partir de là une discussion pour d'abord savoir si les glaces on fait que les sucer, est-ce qu'on ne peut pas les manger, et que si on accepte que la glace on peut la manger, alors si la petite fille avait mangé une glace, qu'est-ce qu'on aurait dit? Et donc l'enseignante attire l'attention progressivement des enfants sur cet aspect formel qui fait qu'ici c'est le pronom et le pronom objet qui détermine l'interprétation et non pas la sémantique du verbe. Bien. Okay. Ben, il y a un bug. Où est-ce qu'il est? Je vois mal les petites flèches là. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, pour les quelques minutes qui me restent, je vais essayer de vous parler d'enseignement de la compréhension et essayer de vous montrer que cet enseignement de la compréhension au cours préparatoire et au cycle 2, eh bien, c'est un enseignement qui se fait de multiples manières, qui va des exercices aux textes et des textes aux exercices, en rappelant d'abord ce que nous dit la recherche sur les connaissances que l'on a par rapport à un ensemble de dispositifs pédagogiques qui peuvent être proposés. L'une des recommandations la plus répandue, souvent, c'est de travailler la compréhension en travaillant à partir d'albums de littérature jeunesse. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui de ces techniques proviennent de recherches qui ne proviennent pas du milieu scolaire, mais qui proviennent de recherches qui ont étudié la lecture familiale ou les lectures dans des structures de petite enfance avec des petits groupes d'élèves de 3 à 6 enfants.
Et donc, dans ces situations-là, on a montré effectivement que la lecture d'album, elle est importante parce qu'elle permet un enrichissement culturel, langagier, et que aussi elle a une fonction de motivation. Et qu'elle améliore notamment le vocabulaire des enfants. Et dans les situations de crèche, donc dans les situations qui sont non familiales, elle l'améliore dans les cas où, à la condition que ce type de travail soit fait à partir de lectures très structurées, avec des dialogues très structurés, qui comprennent notamment, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais qui comprennent notamment une structuration très forte des tours de parole et des prises de parole, de sorte que tous les enfants s'expriment, et aussi une structuration de la manière dont les enseignants questionnent les enfants et les amènent à raisonner. Mais ces travaux ont aussi montré que l'amélioration du vocabulaire, elle est vraie pour tout le monde, mais elle est plus importante pour les enfants qui ont un bon niveau de départ. Donc en fait, ce sont des techniques qui bénéficient à tout le monde, parce que d'abord, elles ont une vocation culturelle, mais elles bénéficient, dans le terme de l'enrichissement langagier, donc l'enrichissement langagier, à ceux qui avaient déjà un bon niveau au départ, avec des efficacités dont on considère qu'elles sont moyennes, elles sont significatives, mais relativement moyennes. Et on ne dispose pas, surtout, à l'heure actuelle, de données quant aux effets de la transposition de ces lectures, donc en petits groupes ou familiales, au groupe classe. Autrement dit, il n'existe pas, à ma connaissance, à l'heure actuelle, de recherche qui ait établi l'efficacité de ces pratiques quand on les transpose des petits groupes à la classe. Deuxième chose, les exercices spécifiques. Qu'est-ce qu'on en sait ? Ce tableau qui est à l'écran ici résume les résultats d'un travail que nous avions conduit à Grenoble il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années, dans lequel nous avions travaillé à l'école maternelle avec des enseignantes d'école maternelle. Donc c'est les enseignantes elles-mêmes qui avaient utilisé dans leur classe des protocoles qui avaient été construits au préalable avec d'autres enseignantes, mais c'est donc les enseignantes qui ont appliqué, ce n'était pas nous en tant qu'expérimentateurs qui allions faire les séances dans l'école. Donc on avait 3 groupes d'élèves et 3 types d'enseignement. Un enseignement classique sur la connaissance du code, donc du code sonore de la langue, conscience phonologique, première connaissance alphabétique à l'école maternelle. Un travail sur un enseignement du langage oral un peu structuré, avec du type de l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis un travail sur des lectures d'albums en petits groupes, où les maîtresses travaillaient sur des albums précis qui avaient été étudiés au préalable, mais avec des petits groupes d'élèves, plutôt que de le faire en groupe classe, comme elles le faisaient d'habitude. Et donc, en fait, les résultats qu'on a obtenus en évaluant le développement de la conscience phonologique, les capacités de décodage au CP, la compréhension orale et la compréhension en lecture au CP, eh bien, montrent 2 choses. D'abord, c'est des activités différentes qui permettent de développer les capacités de décodage et les capacités de compréhension. C'est vraiment 2 types d'activités différentes qui permettent de les développer. Et puis, on voit que c'est des habiletés structurées qui permettent de développer le code d'un côté et la compréhension, le langage oral de l'autre, et la compréhension en lecture du même coup. Dans cette recherche-là, les analyses d'albums n'avaient pas donné de résultats supérieurs aux résultats qu'obtenait le groupe témoin, c'est-à-dire le groupe qui sert de référence. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce groupe témoin, eh bien, il lisait des albums en classe, mais en groupe classe. Donc là, on a un effet qui est de choses. Le petit groupe n'a pas apporté beaucoup de choses en plus, et surtout faire plus de la même chose ne semblait pas être quelque chose qui renforçait les capacités de langage oral des enfants. Ce type de résultat, il est également confirmé dans des recherches de prévention qui montrent, quand on travaille avec des enfants qui sont à risque à 4 ans, par exemple, que l'on suit pendant 2 années scolaires et avec qui on fait un travail systématique sur le développement du vocabulaire et du langage oral, eh bien, on observe que ces enfants progressent et qu'ils améliorent à la fois leur langage oral et leur compréhension en lecture quand ils apprennent à lire.
Donc, en l'état actuel de nos connaissances, ce que l'on peut dire, c'est que ces activités sont complémentaires. Hein, il faut dire aussi que l'état de la recherche à l'heure actuelle, et surtout dans la transposition, je dirais, de la recherche aux dispositifs pédagogiques, on est beaucoup moins avancé sur le langage oral et la compréhension qu'on ne l'est sur l'apprentissage de la lecture et du décodage proprement dit. Et donc, en l'état actuel de nos connaissances, ce que l'on peut dire, c'est que les deux types d'activités peuvent et doivent être conduites en parallèle. Les activités spécifiques dotant les élèves les plus faibles ou les plus fragiles des habiletés nécessaires pour aborder les textes, et donc les dosages doivent être différents en fonction des élèves qu'on a en face de soi. Alors, j'ai parlé des exercices, du texte aux exercices. Ben, admettons par exemple qu'on ait lu une histoire, qu'on ait travaillé cette histoire, on a travaillé les événements de l'histoire, la succession des épisodes, etc. Donc on a compris globalement l'histoire. Et dans cette histoire, il y a cet énoncé « Bravo, tu es le champion de la pêche à la pêche ». Et donc, évidemment, on va travailler à cette occasion la polysémie des mots en contexte. On aura probablement travaillé avec les enfants cette polysémie, donc l'attention sur le vocabulaire. Donc ça, c'est travailler le vocabulaire à l'occasion d'eux. Mais rien n'empêche, quand on a fait ce travail, eh bien, de reprendre de manière plus structurée ce travail avec les enfants au cours préparatoire, par exemple, en ayant des jeux de cartes, comme ça, alors on peut en inventer à l'infini, hein, en ayant des jeux de cartes, et on va apprendre aux enfants à sélectionner les bons sens en contexte, à les sélectionner, à produire des phrases, etc. Et donc à les utiliser, par exemple, pour résoudre des devinettes. Hein, comme celle-ci, je fais plein de glace tous les ans, mais personne n'en mange pourtant, qui suis-je? Eh bien, il faut que j'interprète le bon sens de glace pour pouvoir répondre à la devinette. Et puis, ça peut au CP prendre la forme d'une petite formalisation très simple, hein, mais qui attire l'attention des enfants sur cette polysémie, en disant, eh bien, pour comprendre un texte qui a un mot à deux visages, je dois garder le bon et éliminer l'autre. Voilà, tout simplement. Et cette formalisation-là, eh bien, et ce travail préparatoire, eh bien, il va pouvoir, en fin de cycle, eh bien, aller vers des formalisations plus poussées, plus précises de ce type de stratégie ou de procédure de raisonnement, hein, d'une formalisation plus précise et qui répond plus fortement au principe de l'enseignement explicite et à ces différentes phases qui sont, vous le savez, d'abord que dans ces phases, dans cet enseignement explicite, eh bien, les enseignants d'abord donnent des objectifs très précis quant au contenu des notions à enseigner, et puis surtout, ce sont des enseignements dans lesquels, eh bien, on peut découper une activité complexe comme la compréhension en ces éléments structurants, donc travailler un jour sur la polysémie, un autre jour sur les références, un troisième jour sur la causalité, etc. Et puis ensuite, on va intégrer ça dans les textes. Et puis ensuite, il y a une phase de modelage dans les enseignements explicites, une phase dans laquelle donc, on montre aux enfants un raisonnement, comment on s'y prend. Donc ici, illustré par exemple par deux extraits de texte qu'on va analyser, dans lesquels il y a le mot pièce utilisé dans deux sens différents. Ce modelage n'est pas forcément un cours magistral. Ce modelage, il peut passer par la discussion avec les élèves, mais c'est simplement une discussion qui est cadrée au pas à pas, hein, pour que les enfants puissent construire ou co-construire avec l'enseignant le raisonnement. Et dans cette phase de modelage, il y a toujours une phase dans laquelle, une fois qu'on a trouvé les indices, construit un raisonnement, eh bien, on va le synthétiser et on va redire ce raisonnement in extenso pour finalement que les enfants puissent voir cette synthèse, et puis pour le démontrer, évidemment, si les élèves n'y arrivent pas. Donc je ne vais pas le relire, mais il aurait cette forme-là, par exemple. Et puis ensuite, dans cet enseignement explicite, eh bien, il y a des phases de ce qu'on appelle de pratiques guidées, qui sont notamment très importantes pour les enfants en difficulté, dans lesquelles on dit que le maître et les élèves coopèrent à l'acquisition de la notion du jour ou de la stratégie de compréhension ici. Ça peut prendre la forme de petits travaux de groupe dans lesquels les enfants, on a travaillé la polysémie, eh bien, ils ont par exemple ici par groupe des énoncés. Ils doivent sélectionner les énoncés qui contiennent un mot dans un sens donné. Donc ici, c'est le mot glace
encore lui, dans le sens du miroir. Et en groupe, ils doivent se mettre d'accord des raisons pour lesquelles, donc des indices qu'ils ont trouvés, pour sélectionner les énoncés. Et évidemment, il y aura ensuite une phase de synthèse qui permet la formalisation de la stratégie, cette fois, en repérant la difficulté, la démarche que j'utilise et les procédures éventuelles de vérification que je peux utiliser. Et en fait, dans l'enseignement explicite, enfin, eh bien, il y a un entraînement, une phase d'entraînement dans laquelle les enfants vont utiliser ces acquis de manière autonome, de sorte à ce qu'ils les intègrent et les automatisent. Et bien sûr, ils vont les réinvestir dans les textes. Par exemple, le réinvestissement dans les textes, ça peut être la chose suivante. On a appris les stratégies qu'on appelle de l'archéologue. Ces stratégies, c'est pas juste le traitement des mots en contexte, mais c'est quand je comprends pas un mot, qu'est-ce que le contexte peut m'aider. Donc j'ai deux stratégies sous ce terme. Je vais donc on va lire un extrait d'un ouvrage, un chapitre par exemple. Eh bien, on va rappeler les stratégies. Ensuite, on va interpréter un mot, et puis on va relire le texte en demandant aux enfants de repérer les mots qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils trouvent difficiles. Et ensuite, eh bien, on va distribuer les mots. Les enfants vont devoir les interpréter par petits groupes. On fera une synthèse. Et bien sûr, les prolongements, c'est chaque fois qu'on aura une difficulté lexicale dans un texte, eh bien, on pourra référer à la stratégie qui correspond. Donc pour conclure, ce que j'ai essayé de dresser très rapidement ici, c'est le mettre en perspective, c'est un enseignement qui est destiné à faire en sorte qu'à la fin du cycle 3, eh bien, les enfants soient des lecteurs suffisamment autonomes et qui comprennent suffisamment bien les textes qu'ils lisent pour que l'on puisse espérer, voir cette courbe que vous connaissez tous, des résultats Pearls, des derniers résultats Pearls, qui montrent que les élèves français, les performances des élèves français non seulement diminuent, mais que les écarts se creusent avec la moyenne des pays de l'OCDE, donc les pays comparables à la France, qui, eux, ont tendance en moyenne à progresser, alors que nos élèves, quand on les confronte à des textes complexes, ce qui est le cas dans Pearls, eh bien, ils échouent massivement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde les graphiques produits par l'ADEP et qui montrent là où sont les difficultés des élèves de CM1, eh bien vous voyez que l'enquête Pearls évalue deux types de textes, des narrations et des textes documentaires. Vous voyez qu'en moyenne, pour les textes narratifs, nos élèves, il y a une petite chute des performances effectivement entre 2011 et 2016, mais ce n'est pas là que la chute est la plus importante. Par rapport à 2001, c'est relativement stable. En revanche, dans les textes informatifs, vous voyez que la chute des performances est très, très importante. Il y a une diminution continue depuis 2001. Et puis, dans le domaine de compétences, lorsque les enfants ont à répondre à des questions simples qui demandent de repérer une information dans un texte ou de faire des inférences très simples du type causalité adjacente ou choses comme ça, c'est pas là que les difficultés sont les plus prononcées. On est à peu près au même niveau qu'en 2001. Par contre, lorsque les enfants doivent interpréter, synthétiser l'information pour répondre à une question complexe, lorsqu'ils doivent donc ce que l'ADEP appelle apprécier ce qu'ils ont lu dans le texte, alors là, on voit une diminution des performances nettement plus forte. Donc en fait, les enfants de CM1, bien sûr, il y en a qui sont encore en difficulté sur la lecture des codages, mais pour beaucoup, ils ont acquis, ils savent repérer une information explicite dans un texte, donc faire une lecture de surface, mais en revanche, analyser les textes, y réfléchir et donc acquérir des informations à partir des textes qu'ils lisent. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et si on peut dire que les capacités de décodage, c'est quelque chose qui peut s'apprendre en quelques mois pour la quasi-totalité des enfants, et c'est très important qu'ils le fassent rapidement, puisqu'on a vu que ça déterminait le développement ensuite des différentes capacités de fluence et donc de la compréhension lecture. Le langage oral et la maîtrise du langage de l'écrit, c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme, dès la maternelle jusqu'au lycée, mais dans un processus continu. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.